Bien, écoutez, on va déjà commencer peut-être par se présenter. Moi, je suis Éric Fongaro, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et j'ai en charge la responsabilité du parcours droit privé comparé. Je suis Barbara Freletot, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux et je suis en charge du parcours droit des affaires comparé. Voilà, et donc bon, on intervient en binôme parce que déjà nos formations sont très proches l'une de l'autre. Et puis surtout, voilà, on a pris l'habitude de travailler depuis longtemps ensemble sur ces deux formations. Ça nous permet d'échanger, d'être beaucoup plus efficaces. C'est la raison pour laquelle cette présentation est commune à nos deux parcours. On peut peut-être commencer par vous expliquer la philosophie générale du parcours avant d'entrer dans le détail des formations. Et puis, il me semble également que cette réunion est également beaucoup destinée à répondre à vos questions. On imagine que vous en avez pas mal, notamment sur la mobilité. Alors, juste quelques généralités sur l'objectif des parcours. Alors, ces parcours de droit privé comparé sont finalement assez récents au sein de la faculté de droit de Bordeaux. Ils ont été créés il y a quelques années. L'objectif étant de créer au sein de l'Université de Bordeaux une sorte d'école de droit comparé au travers de différents parcours. Alors, les deux dont nous nous occupons, mais il y en a d'autres, en droit social, en droit public, en droit pénal. Euh, et pour ce qui nous concerne, l'idée de ces parcours n'est pas de faire des étudiants qui s'y inscrivent, des spécialistes à proprement parler de droit comparé, mais il s'agit d'adjoindre à des spécialistes de droit des affaires et de droit privé une compétence supplémentaire qui est, à notre avis, une compétence qui est vraiment indispensable aujourd'hui dans le domaine juridique, une compétence en droit privé et en droit des affaires comparé. Donc c'est vraiment un ajout, un plus par rapport à une formation de base en droit privé et en droit des affaires comparables. Étant précisé, moi je m'arrêterai là après pour les généralités, pour laisser la parole à Barbara Freulto, que ces parcours sont essentiellement appréhendés comme des parcours recherche. L'objectif est que, au terme de la deuxième année de master, vous élaboriez un mémoire de recherche, même si l'on est conscient que beaucoup de candidats dans nos formations se destinent à la profession d'avocat ou de magistrat. Donc, on est bien sûr ouvert lors de la sélection, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir des parcours plutôt orientés vers la recherche. Voilà, me concernant pour les généralités. Et pour compléter sur ces généralités, sur ces deux masters, donc il s'agit évidemment d'un parcours sur 2 ans, donc master 1, master 2, qui va impliquer donc une mobilité chaque année. Alors, sur tout le semestre au Master 1 et de façon un peu plus limitée dans le temps, c'est 2 mois, il me semble, Oui, 2 à 3 mois. 2 à 3 mois au Master 2. Sachant que il faudra être vigilant dès le master 1, comme mon collègue vient de vous le dire, sur la préparation de votre projet de recherche, puisque c'est un master recherche, et donc un mémoire est à rédiger en deuxième année, et il faut chercher à l'anticiper et donc à aller vers les centres de recherche voilà, de l'université d'accueil et essayer voilà, de tisser un réseau et de réfléchir à votre sujet dès le master 1 qui sera ensuite élaboré, rédigé et soutenu en master 2. Voilà. Voilà, étant précisé que dans la situation idéale, vous réalisez vos deux mobilités dans la même université. Donc, vous partez en Master 1 au second semestre dans une université et vous repartez en principe en Master 2 dans la même université dans laquelle vous avez établi des liens. Et alors peut-être pas encore que dans le cadre de cette réunion, mais nous tenons à votre disposition et la scolarité, les services de la scolarité de l'Université de Bordeaux également, des sites Internet qui vous permettent de connaître les destinations possibles, puisque on a tissé un certain nombre de liens avec de nombreuses universités. Euh, donc, on a toute une liste de conventions qui permettent de choisir un petit peu l'université où vous voulez partir.
dans certaines limites, bien entendu, et en fonction de vos compétences linguistiques. Sachant que si vous partez dans un pays de l'Union européenne, vous partez avec un système Erasmus classique. Et ce n'est que si vous allez dans un pays hors Union européenne que là, il faudra que ce soit un pays qui ait signé une convention avec l'Université de Bordeaux, dont l'université a signé une convention avec l'Université de Bordeaux. Et donc, c'est cette convention qui définira les modalités de votre mobilité. Voilà, peut-être pour la présentation générale. On présente chacun les maquettes de notre parcours. Je te laisse présenter la tienne. Oui, alors je vais partager l'écran, peut-être c'est le mieux, pour que vous ayez tous bien en vue la maquette donc, du Master en droit des affaires comparé. Il n'y a pas énormément de différence avec la maquette du parcours droit privé comparé. Donc là, vous avez le premier semestre qui est composé de matières obligatoires, faisant partie donc des compétences fondamentales. Ce sont deux matières avec donc cours magistral et travaux dirigés, le droit privé comparé et le droit spécial des sociétés. Donc de façon assez classique, hein, ce que vous connaissez depuis la licence, vous avez un cours magistral de 35 heures et des TD associés, 15 heures de TD pour chacun de ces cours, avec également dans les compétences complémentaires des cours obligatoires que sont le droit fiscal des affaires et le droit bancaire. Et puis, dans lieu optionnel, vous avez le choix. Alors, dans la maquette, il y a une erreur. Parmi les trois suivantes, il n'y en a que deux. Donc, vous choisissez parmi voilà, ces deux matières, droit international privé général ou droit du commerce international. Et chacun de ces cours est d'un volume de 35 heures, mais sans télé. Et puis, dans les compétences transverses, vous avez un enseignement en langue, donc selon votre choix, anglais, allemand ou espagnol. Et puis, éventuellement, si vous êtes sportif, vous avez moyen d'avoir des points sport en faisant du sport. Et donc, la particularité de cette formation, c'est qu'au second semestre, vous avez donc une mobilité obligatoire sur tout le semestre dans l'université partenaire que vous avez choisie. Donc, c'est un semestre que vous faites exclusivement et intégralement à l'étranger. Vous ne serez à l'Université de Bordeaux pour cette année-là que sur le premier semestre. Sachant que ce qui est assez important de comprendre d'ores et déjà et de retenir, c'est que ces semestres ne se compensent pas. Et donc, il faut être très, très vigilant dès le début de l'année sur la bonne réussite de votre semestre 1, puisque la bonne réussite de ce semestre 1, comme celle du semestre 2 à l'étranger, va conditionner la validation de ce master 1. Donc, voilà, il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Et sachez que également, le redoublement n'est absolument pas de droit. C'est à la discrétion du responsable du parcours. Donc voilà, il faut vraiment le savoir et être vigilant sur ces questions-là. Voilà pour la maquette du Master 1. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point déjà peut-être, sur cette partie de la formation? On viendra aux questions peut-être plus tard. Je vous partage à présent la maquette du Master 2. Alors, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. M2. C'est bon pour tout le monde. Donc voilà la maquette du Master 2. Donc le Master 2 est très différent du Master 1. Il n'est pas scindé en deux semestres. Donc les enseignements vont être un peu plus étalés sur l'année. Et vous allez avoir donc une mobilité, comme on le disait, de 2 à 3 mois à partir à peu près de février, à peu près, donc la période actuelle, de février donc à fin avril, début mars, début mai, pardon. Et ensuite, vous revenez à l'Université de Bordeaux puisque vous aurez la soutenance du mémoire et puis des examens sur les enseignements suivis au cours de l'année. Donc, les enseignements, vous voyez, vous avez là encore des enseignements fondamentaux, donc droit des obligations et des biens et procédures civiles approfondies.
Donc, en matière obligatoire pour tout le monde, ce sont des cours de 25 heures. Puis, vous avez ensuite une matière obligatoire, mais à choisir parmi différentes matières. Donc, selon que vous voulez vous spécialiser en contrats internationaux, en droit pénal des affaires, en droit fiscal des affaires ou en procédure fiscale. Et puis, vous avez, c'est la particularité aussi de cette année, un enseignement ciblé en droit comparé à travers des séminaires. Des séminaires, donc selon trois grandes thématiques, donc théorie et méthodologie de la comparaison, droit et libertés fondamentaux comparés et procès, procédure, litige dans une perspective comparative. Peut-être, Eric, souhaites-tu dire un mot sur ces séminaires? Alors, je veux bien, mais je laisse peut-être finir, j'y reviendrai D'accord. après. Alors, ces séminaires vont donner lieu donc à la présentation par chacun de vous en groupe d'un exposé. Et cet exposé servira de base ensuite aux révisions pour tous, pour le grand oral, donc pour les matières de droit comparé. Et ce grand oral viendra donc sanctionner vos connaissances de droit comparé sur l'année, mais aussi année de Master 1. Donc, il ne faudra pas avoir oublié vos enseignements de droit comparé de l'année d'avant. Mais ils sont principalement donc ces enseignements là pour vous apporter donc cette ouverture sur les systèmes juridiques étrangers et avoir la méthodologie de la comparaison. Voilà. Donc, ce sera sanctionné voilà, par à la fois votre note d'exposé et votre note de grand oral, donc, qui a lieu généralement au mois de janvier. Voilà. Est-ce que tu voulais compléter sur ce point? Alors, j'y reviendrai peut-être après. Je vais, quand je présenterai un petit peu le droit privé comparé. D'accord. Euh, et ensuite, donc, vous avez un enseignement de langue comme en M1, donc au choix anglais, allemand, espagnol, et puis des UE facultatives. Alors, ça, c'est à votre bon vouloir, selon votre bon vouloir. Et évidemment, la rédaction du mémoire, donc, qui est inscrite sur la maquette au deuxième semestre, le mémoire de recherche en mobilité, donc qui est très important. Puis, vous voyez, vous avez également en termes d'enseignement, le droit des affaires, le droit des personnes et de la famille. Alors, la maquette indique un rapport de stage en mobilité, mais en vérité, c'est un mémoire qui est Oui. demandé. Il n'y a pas de possibilité de choisir entre l'une ou l'autre de ces UE. C'est une formation qui mène à la recherche. C'est une formation de recherche. Donc, c'est un mémoire de recherche qui vous est demandé hein, sur cette année de master. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la formation de droit des affaires À comparées. la limite, peux-tu revenir sur le Master 1 et Oui. après, je garde peut-être. Alors, le master. Le master. Bon. Je vais arrêter le stage. Alors, à présent, pour parler un petit peu du parcours droit privé comparé, bon, on ne va pas afficher la maquette, je ne peux que vous inviter à aller la consulter sur le site de la faculté. Les maquettes sont très proches. Ce que vous pourrez par exemple observer, c'est que sur le premier semestre de Master 1, bien sûr, le droit privé comparé apparaît en matière obligatoire. Et au lieu d'avoir en matière obligatoire, je ne sais plus de quelle matière il s'agit en Master 1, vous allez avoir le droit des régimes matrimoniaux, qui sera en matière obligatoire. Je voudrais juste, moi, vous donner quelques éclairages sur la, le droit privé comparé qui va vous être enseigné en première année de Master 1. Bon, c'est bon. Bon, je peux en parler d'autant plus tranquillement que c'est moi qui assure le cours. Donc, ce cours est un cours qui, bien sûr, est là pour vous présenter la méthode, euh, parce qu'il y a les méthodes qui existent en droit privé comparé, et à faire vraiment un exercice de comparaison sur des pays qui appartiennent à la famille romano-germanique. Mais ce cours se veut également être une ouverture sur le monde et plus généralement sur le monde du droit. Et j'ai vraiment tenu en montant ce cours à présenter aux étudiants les différentes grandes familles de droit qui existent de par le monde. J'estime finalement qu'il y a trois grandes sources de droit qui existent. Le législateur, le juge et Dieu. Et donc, à partir de là, ben, je vais parler des pays romano-germaniques, qui sont des pays légicentristes, des pays de common law
qui sont des pays où la jurisprudence est la principale source de droit, et des pays de droit musulman où la loi vient de Dieu. Donc, au-delà du pur droit privé comparé, ce cours est vraiment une ouverture sur le monde juridique pour présenter les grandes familles de droit, à la fois sous un aspect culturel, mais également, bien sûr, sous un aspect technique qui va permettre de faire de la comparaison entre, par exemple, le droit de la common law et le droit qu'on connaît en France, ou encore, c'est peut-être encore plus intéressant, le droit des pays musulmans, par exemple en droit de la famille, avec les concepts de droit de la famille que l'on peut retenir dans notre droit français. Donc voilà sur quoi porte le cours de droit privé comparé, qui est commun hein, à nos deux formations, et puis un lieu obligatoire. Vous avez dans le master de droit privé comparé les régimes matrimoniaux et pas le droit spécial des sociétés. Bon, après, pour le reste, je vais peut-être pas, vous découvrirez les maquettes, je ne vais peut-être pas développer, elles sont très communes. Pour le master 2, je vais peut-être revenir d'un mot sur les séminaires. Euh, donc, vous avez vu qu'il y avait 3 séminaires. Voilà, donc ce sont un séminaire théorie et méthodologie de la comparaison, un séminaire droit et libertés fondamentaux et comparés, un séminaire procès, procédure litige dans une perspective comparative. Donc avec Barbara Folto, nous avons plus précisément en charge le séminaire procès, procédure litige dans une perspective comparative. On travaille également en lien étroit avec notre collègue Jérôme Porta qui lui s'occupe du séminaire droit et libertés fondamentaux comparés. Alors pour la théorie et la méthodologie de la comparaison, bon, si on devait caricaturer, on a 2 grandes théories qui s'opposent hein, par rapport à la méthodologie de la comparaison, la méthode culturaliste et la méthode fonctionnaliste. C'est notre collègue Marie-Claire Pontoro qui s'occupe de ce séminaire, qui est plutôt une culturaliste, mais le séminaire est ouvert à toutes les méthodes que l'on peut mettre en œuvre dans la comparaison. Alors, s'agissant du séminaire dont on s'occupe principalement, donc on a différents intervenants euh, certains procèdent sous forme de cours magistraux, mais pour l'essentiel, vont vous donner des sujets à traiter. Vous devez les présenter sous forme d'exposé. Les sujets vous sont donnés à l'avance. Avant même la réunion, enfin la séance, vous allez devoir remettre une bibliographie et un plan de votre travail à l'enseignant qui vous a proposé le sujet, de sorte que celui-ci puisse également diffuser votre bibliographie et l'ébauche de votre travail auprès de vos camarades pour qu'ils puissent suivre l'échange. Vous procédez à l'exposé. Celui-ci est ensuite débriefé par l'enseignant. Et ces exposés sont particulièrement importants parce qu'ils vont servir de base à la correction et au support du grand oral que vous aurez à passer. Alors, le grand oral se déroule de façon assez classique. Vous passez devant un jury de 2 personnes. Vous avez une demi-heure de préparation et vous passez environ pendant euh, un tout petit peu moins d'une demi-heure. Vous avez 10-15 minutes de présentation, après quoi les membres du jury vous posent un certain nombre de questions. Donc voilà pour les spécificités relatives au droit comparé dans vos deux mentions, dans vos 2 parcours. Si je reviens d'un mot sur enfin, ce qui est baptisé deuxième semestre en Master 2, mais qui en réalité n'est pas un deuxième semestre, puisque vous ne partez que 3. Alors vous pouvez prolonger, hein, mais en fonction des examens à passer. Donc, vous voyez effectivement que vous avez une unité recherche et professionnalisation. Alors, l'objectif premier, c'est le mémoire de recherche en mobilité ou dans un contexte internationalisé. Alors, l'objectif, c'est vraiment le premier point, mémoire de recherche en mobilité. Néanmoins, on a pu rencontrer la situation où, pour différentes raisons, un étudiant ne pouvait pas repartir dans le pays où il avait fait son deuxième semestre de Master 1. Donc là, on peut, mais à titre dérogatoire, admettre que la personne puisse rédiger son mémoire, non pas en partant à l'étranger, mais depuis la France, mais à condition d'être dans une structure qui va vraiment lui permettre de faire du droit comparé. Quant au rapport de stage en mobilité internationale, là aussi, il n'est présenté que de façon tout à fait subsidiaire, tout à fait annexe. Cela concerne des étudiants qui, là encore, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas faire leur mobilité dans la même université que celle dans laquelle ils étaient en Master 1, mais qui ont quand même établi des contacts dans le pays étranger où ils sont partis en mobilité en Master 1, notamment des contacts auprès de cabinets
cabinet d'avocats par exemple. Donc dans ce cas-là, on admet qu'ils puissent faire leur stage en mobilité internationale dans un cabinet à l'étranger, mais alors pour des raisons, je vais dire juridiques, on a dû mentionner qu'il s'agissait d'un rapport de stage, mais ce n'est pas du tout ce qui est attendu. C'est-à-dire que même si des étudiants font leur stage dans un cabinet d'avocats, on attend vraiment de leur part un mémoire de recherche, alors inspiré de ce qu'ils auront fait pendant leur stage, mais il faut vraiment vrai travail de recherche, une vraie comparaison, quelque chose qui puisse être fondé notamment sur les méthodes qui auront été acquises, méthode culturaliste, méthode fonctionnaliste, etc. Peut-être une précision importante pour la mobilité que nous n'avons pas donnée tout à l'heure. S'agissant de votre choix de mobilité, donc il doit être par principe celui qui est suivi en M1 et en M2. Donc, et par exception, vous aurez vraiment, il faut qu'il y ait une difficulté qui le justifie, une destination différente au M2 par rapport au M1. Donc, pour ce choix de lieu de destination, donc, ce choix se fait dès le début du Master 1. Vous allez donc devoir faire une liste de 3 vœux dans l'ordre de vos préférences. Et nous allons ensuite, les différents responsables des parcours comparés avec le Bureau Relations internationales, nous allons étudier ces vœux et essayer de, voilà, au maximum, donner la possibilité, vous donner la possibilité de partir pour la destination de votre premier vœu. Mais il faut le savoir, parfois, il arrive parfois que le premier vœu ne soit pas possible parce que, par exemple, vous avez choisi une destination donc qui est une université, par exemple, de Grande-Bretagne, hein, qui est très demandée, une université en Angleterre qui va être très demandée par beaucoup d'entre vous, et donc on sera obligé de faire des arbitrages. Donc, il se peut que vous n'ayez pas votre premier vœu, mais c'est quand même relativement rare, hein. La plupart du temps, c'est quand même le premier vœu qui l'emporte. Et donc, il faut quand même être prêt à partir. C'est bien l'objet de ce propos. Il faut être prêt à partir dans la destination de chacun de vos vœux. Voilà. Donc, il faut y réfléchir, sachant que donc, par rapport à ces vœux de mobilité, vous aurez un contrat pédagogique à remplir. Il vous faudra aller voir sur le site internet de l'université d'accueil souhaitée quels sont les enseignements dispensés. Et il vous faudra choisir parmi ces enseignements, en fonction donc, des crédits aussi qui correspondent, des enseignements qui sont en relation directe avec le thème de notre formation à nous. Donc, par exemple, si vous êtes un étudiant du Master droit des affaires comparées, il faut absolument que vous ayez choisi des enseignements dans l'université d'accueil qui soient des enseignements de droit des affaires. Voilà. Donc, soit de fiscalité, soit de commerce international, voilà, soit d'instruments de paiement et crédit, de procédure collective à l'international, peu importe. Vous choisissez donc une matière qui quand même correspond au champ de matière qui est celui dispensé déjà dans l'université de départ, donc l'université de Bordeaux. Voilà. Et ce contrat pédagogique est ensuite validé par le responsable référent, donc le responsable du parcours, pour vérifier donc que vos choix, vos vœux sont cohérents par rapport à la formation dans laquelle vous êtes inscrit. Voilà. Voilà, ben, c'est la même chose hein, pour le parcours droit privé comparé. Donc, quand vous faites vos vœux, vous devez faire attention à ce que vous permettent de valider 30 crédits. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus, pas du tout. En revanche, même s'il y a 28 crédits, ça ne passe pas. Il faut 30 crédits, d'une part. Et alors, bon, pour le droit privé comparé, je bénéficie peut-être d'un petit peu plus de souplesse pour valider vos choix de cours. Néanmoins, je reste quand même vigilant si vous prenez 3 cours, ou même 2, qui sont des cours de droit pénal à l'étranger, ça ne me satisfera pas. Je ne validerai pas le contrat. Donc, même si on a un parcours de droit privé, donc qui a priori un spectre qui est un petit peu plus large que des spécialités telles que le droit des affaires, euh, voilà, il faut quand même que ça tourne plus spécifiquement quand même autour du droit civil, avec le cas échéant des incartades dans d'autres domaines.
mais je suis assez vigilant à cela. Sur le contenu de la formation, a priori, nous avons fait le tour. Oui. Nous vous laisserons évidemment un temps pour vos éventuelles questions. Peut-être maintenant, est-il important pour nous de vous présenter les critères de sélection donc, pour intégrer ces deux parcours de droit comparé. Les critères sont les mêmes, hein. Nous avons les mêmes exigences et les mêmes attentes. Donc d'abord, évidemment, il faut présenter un dossier académique solide, sérieux. Donc avec, vous verrez sur la plateforme Mon Master, le dépôt obligatoire, donc, parmi les pièces demandées, le dépôt obligatoire de vos résultats donc, de L1, L2 et du semestre 5 pour la L3. Sachant que notre sélection ne se fera pas de manière de manière trop méthodique, à savoir on ne va pas viser un certain seuil, on ne va pas viser une certaine moyenne en dessous de laquelle on ne regarderait même pas les dossiers. Non, mais on va étudier les dossiers de façon approfondie et détaillée. Et donc, il se peut que vous ayez eu à un moment donné dans votre parcours, évidemment, un accident, voilà, une difficulté. Il se peut que voilà, ce ne soit pas tout lisse et avec des mentions à tous les semestres. Ce n'est pas grave. Candidatez quand même. Vous pouvez avoir voilà, un dossier très intéressant, même si effectivement il y a eu des hauts et des bas. Donc, n'hésitez pas à candidater pour cela. Et voilà, vos dossiers feront l'objet d'une étude attentive. Autre, Pardonne-moi. Justement, si vous avez eu un accident dans votre parcours, ce qui est tout à fait envisageable, alors il est quand même mieux que cet accident, s'il a eu lieu, ait lieu peut-être en première année. On va plutôt être sensible à une progression positive hein, du dossier. Mais en tout cas, s'il y a eu un accident, soyez à même de le justifier dans la lettre de motivation qui vous est demandée. Voilà, si vous avez eu un souci dans votre parcours, vous pouvez tout à fait l'expliquer dans votre lettre de motivation. donc ça, c'est le premier point et c'est important, évidemment. Enfin, c'est le point primordial, un bon niveau académique. Deuxième point, s'agissant d'une formation donc, de droit comparé qui offre une mobilité à l'étranger, il vous faudra quand même justifier d'un niveau de langue satisfaisant, donc dans la langue du pays où vous souhaitez effectuer votre mobilité. Donc, évidemment, si vous souhaitez effectuer une mobilité en Allemagne, on ne va pas attendre un niveau B2 ou C1 en anglais, d'accord? Donc, il vous faudra justifier et donc apporter une certification d'un niveau de langue minimum B2, Ouais. hein, minimum B2 pour la langue du pays de destination. Donc, cela suppose aussi en amont de bien réfléchir à votre projet de mobilité, de savoir où est-ce que vous souhaitez effectuer cette mobilité, pour donc aussi savoir l'expliquer dans votre projet, dans la lettre de motivation qui vous est demandée, et montrer cette cohérence avec votre niveau de langue hein, et donc votre capacité à bien suivre ce semestre 2 du Master 1 à l'étranger. C'est ce qu'on vous demande. Et donc, j'ai anticipé sur ce dernier point, mais effectivement, l'autre point très important pour votre candidature, c'est le projet professionnel que vous saurez donc exposer et dont vous saurez démontrer la cohérence et qui est à présenter donc dans votre lettre de motivation. Lettre de motivation qui est une des pièces obligatoires donc, à déposer sur la plateforme Mon Master. Vous expliquez le choix de destination qui est le vôtre et vous le mettez en lien donc, avec votre projet professionnel. Également, alors même si évidemment on est ouvert, comme le disait mon collègue tout à l'heure, on n'attend pas à ce que vous soyez tous absolument passionnés par l'idée de devenir enseignant-chercheur et que vous soyez absolument attirés par ces métiers-là, ce métier-là, vous pouvez quand même, c'est quand même un plus de montrer que vous avez bien compris, hein, dès votre lettre de motivation, que vous avez bien compris qu'il s'agit d'une formation de recherche qui donc va impliquer la rédaction d'un mémoire. Si vous avez d'ores et déjà l'idée d'un sujet d'ailleurs ou l'idée
voilà, d'un domaine peut-être d'études et en lien avec la comparaison que vous envisagez, le pays où vous souhaitez aller, expliquez-le, présentez-le dans votre lettre de motivation, ce sera tout à fait positif. Et donc, voilà, ça, ce sont des choses que l'on est en mesure d'attendre à la lecture, à l'étude de votre dossier donc déposé sur mon master. Donc, les pièces demandées sont les mêmes pour les deux parcours, un CV, une lettre de motivation, le relevé des notes, donc, et le certificat de langue, nous l'avons mis en pièce facultative. Sachez que c'est en pièce facultative pour l'instant, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est mieux de le mettre quand vous en avez un. Et sachez qu'il sera par contre obligatoire en septembre à la finalisation de votre inscription administrative, puisque le service des relations internationales l'exige avant votre départ pour s'assurer que vous serez vraiment en mesure de suivre les enseignements à l'étranger. C'est bien qu'il est beaucoup mieux que vous l'ayez en amont, dès le stade de la candidature, parce qu'avec l'avalanche de la rentrée, de passer une certification, ça peut être déjà très lourd. Et puis, bon, il n'est jamais très bon de passer un petit test de connaissance dans l'urgence et de courir après l'obtention d'un certificat pour compléter le dossier, pour partir en mobilité. Barbara Folto vous l'a dit, c'est un niveau B2 hein, qui est en général exigé lorsqu'on veut partir à l'étranger. Alors, ce n'est pas nous qui l'exigeons, mais ce sont les universités étrangères qui exigent ce niveau B2. Voilà, concernant le CV, évidemment, soignez-le au maximum. Il doit être donc, lisible, clair, avec une photo d'identité, hein. Qui doit être professionnel, donc voilà, à soigner également. L'ensemble est à soigner, évidemment. C'est la première idée, le premier regard que l'on porte sur votre candidature. Donc, c'est vraiment important d'y apporter tous les soins nécessaires. Également sur la lettre de motivation, je vous disais tout à l'heure, c'est bien que vous fassiez sentir aux responsables du parcours qui vous lit que vous avez compris le contenu de la formation, que vous avez compris ce qu'il implique, mais aussi que vous mettiez en avant, encore une fois, la cohérence avec votre projet professionnel. Donc, évitez les lettres de motivation standardisées, ça se voit tout de suite quand vous nous envoyez une lettre de motivation qui est la même pour, je ne sais pas, une dizaine d'autres parcours en France. Donc, essayez vraiment au maximum de la personnaliser et de montrer que voilà, c'est ce Pour vous, parcours qui vous pour vous intéresse. donner ne serait-ce qu'une indication, mais qui n'est pas qu'un conseil pour nos parcours, quand on dit de la personnaliser, déjà, lorsque vous visez votre interlocuteur, ne vous contentez pas de mettre monsieur, enfin madame, monsieur, ni seulement monsieur, ni madame, madame, ni madame, ni monsieur. Vous indiquez le nom de votre interlocuteur. Au moins, cela montre que vous avez quand même un peu parcouru le site de la faculté pour savoir qui est responsable. Donc, si vous candidatez dans le parcours droit des affaires comparées, vous visez bien Madame Freulto. Si c'est le parcours droit privé comparé, c'est Monsieur Fongaro. Voilà, voilà, et ne vous trompez pas non plus. Voilà, ça montre que vous avez fait euh, le travail nécessaire pour rédiger une lettre de motivation. Euh, il est également intéressant, si vous avez une appétence particulière à l'international, si vous avez déjà eu une expérience à l'international, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de candidats, d'en faire état. Ah oui. Alors, le CV n'est peut-être pas le lieu idéal, même si vous pouvez le mentionner du livre dans le CV, mais d'en faire état dans la lettre de motivation. Vous pouvez éventuellement également déposer, il me semble hein, on a mis un espace dans les questions annexes sur mon master. Vous pouvez donc indiquer directement sur la plateforme que vous avez cette expérience à l'étranger. Où est-ce que vous êtes parti? Combien de temps? Donc ça, il faut absolument le remplir. Le SIMFIN, on le voit directement à la lecture, donc dès qu'on ouvre le fichier sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment un plus. Voilà. Clairement, ce sera un plus pour votre candidature. Et il peut y avoir un moins dans votre candidature, mais je crois qu'on l'a pas mentionné dans les pièces requises. Nous n'exigeons pas de lettre de recommandation, de Non, part de ma oui. part, Oui. et nous ne souhaitons pas qu'il y en ait. Euh, pour ma part, je vois par exemple d'un très mauvais œil les lettres de recommandation qui peuvent émaner, par exemple, d'hommes politiques, du maire ou du député du coin, recommandant la candidature de telle ou telle personne.
Donc, pas de lettre de recommandation, juste une lettre de motivation bien rédigée. Également, la sélection donc, ne se fera que sur dossier. Nous ne ferons pas d'entretien. Euh, L'expérience a montré que ce n'était pas forcément pertinent d'aller au-delà de la sélection sur dossier. Donc, raison de plus pour vraiment soigner ce dossier et soigner cette candidature sur mon master. Il y a seulement 10 étudiants par parcours dans la capacité d'accueil. Donc, nos deux parcours réunis, ça fait 20 places. Mais c'est quand même assez donc sélectif. L'année dernière, à tout vous dire, sur le master droit des affaires comparées, j'avais quasiment 280 candidatures, donc pour 10 places au final. Donc c'est quand même assez sélectif, ce qui vous demande donc encore une fois de donner le meilleur dans vos candidatures. Pour ce qui est des frais d'inscription, puisqu'il me semble que la question avait été posée l'année dernière, c'est une question assez récurrente. Les frais d'inscription, normalement, sont ceux de l'Université de Bordeaux. Même si vous avez donc cette mobilité à l'étranger, vous n'avez pas à payer les frais d'inscription de l'Université d'accueil. Vous payez les frais d'inscription de l'Université de Bordeaux. Ce qui là aussi est un des atouts, des avantages fondamentaux de ce type de formation. Peut-être avant de parler des débouchés, juste un petit conseil pratique pour ceux d'entre vous qui envisagent des mobilités hors Union européenne. Veillez dès à présent, parce que les délais peuvent être très longs, à avoir des passeports à jour, en cours de validité et à jour. Depuis la crise du Covid, les délais pour obtenir des passeports, si ce n'est pas le cas, sont extrêmement longs. Il peut être très difficile d'avoir un premier rendez-vous. Après, bon, le délai de fabrication du passeport est assez rapide, mais si vous, le passeport est exigé aujourd'hui pour partir au Royaume-Uni, hein. Donc, prenez-vous-y suffisamment tôt pour avoir des passeports en cours de validité. Et parfois, si vos passeports sont anciens, la validité est exigée, le- la date de péremption, est exigée 6 mois après le retour de la mobilité. Donc, faites attention à ça. Les débouchés, peut-être? Les débouchés. Bon, alors, comme on vous l'a dit hein, à plusieurs reprises, nos deux parcours s'inscrivent dans des masters recherche. Donc, le débouché principal, celui auquel on est le plus sensible, c'est bien sûr euh, le débouché qui vise vers l'entrée dans une carrière universitaire. Euh, voilà, voilà pourquoi on exige un un mémoire de recherche. Bon, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, notre objectif est de créer vraiment une vraie école de droit comparé au sein de l'Université de Bordeaux. Néanmoins, on sait aussi être réaliste. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de postes au sein des universités. Et donc, on voit tous les ans que la majorité des candidats dans nos parcours sont des personnes qui souhaitent devenir avocats, magistrats. Et d'ailleurs, cela répond aussi à l'objectif de ce parcours, qui n'est pas de faire de vous des spécialistes de droit comparé, mais des spécialistes de droit des affaires ou de droit privé qui sachent en plus faire du droit comparé. Donc, les candidatures de ceux d'entre vous qui se destinent à une carrière judiciaire sont bien sûr examinées avec beaucoup d'attention, et ce sont la majorité d'entre elles, à vrai dire. Mais, en tout cas, on insiste sur le mémoire. C'est un mémoire de recherche. Et si vous, ensuite vous souhaitez continuer vers des thèses, c'est quand même l'objectif final de ces parcours. Sachant que votre expérience à l'international sera un vrai plus, quel que soit votre projet professionnel dans votre CV et dans un monde qui est de plus en plus ouvert, on le Mm. disait tout à l'heure, à l'international. Ce sera évidemment une qualité très appréciée par la suite. Ouais. Même dans les professions judiciaires, puisque la semaine, pas plus tard que la semaine dernière, la Cour de cassation a lancé un, un- un nouveau produit qui s'appelle, je crois, la lettre internationale, qui montre tout l'intérêt pour l'international de la plus haute juridiction française. Alors, nous avons reçu une question. Êtes-vous, nous vous en remercions, êtes-vous par ailleurs sensible à la provenance des facultés d'origine des étudiants? Euh,
Je pense notamment aux professeurs très renommés qui enseignent et qui ont pu nous fournir un enseignement d'orfèvre. Alors, Euh, euh, pour répondre à cette question, euh, la, la question est bien tournée. Alors peut-être que si vous l'aviez posée de façon plus directe, peut-être nous auriez-vous demandé si on privilégie les étudiants bordelais par rapport aux autres. Si tel est le cas, en tout cas, c'est peut-être comme ça que avec mon esprit mal tourné, je comprends la question. La réponse est négative. Nous sommes ouverts. Encore une fois, notre sélection se fait sur la base de la qualité du dossier académique. Donc, nous sommes tout à fait conscients, justement, qu'il y a d'excellents enseignements dispensés dans d'autres excellentes universités et nos formations sont ouvertes à tous les étudiants. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas, il faudrait reprendre la liste de nos étudiants pour cette année, mais majoritairement, les étudiants sont des étudiants qui viennent d'autres universités. voire aussi de l'étranger. Oui. Et Alors, êtes-vous également sensible aux étudiants provenant d'un double cursus, double licence droit économie, par exemple? C'est un plus, oui, c'est sûr, c'est positif. les doubles cursus sont considérés, en tout cas à mes yeux, comme des cursus d'excellence et ils sont bien sûr pris en considération. Vraiment bien répondu à votre question. N'hésitez pas à profiter de ce moment pour nous poser justement toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit. Vous pouvez les poser donc soit dans le chat, soit prendre la parole. Et nous sommes là pour y répondre. Non, on ne peut pas voir si quelqu'un est en train de rédiger un message. Bon, mais n'hésitez pas ou à lever la main hein, pour prendre la parole. Non, il n'y a pas de questions? Tout est clair? Bon. Combien de contrats universitaires disposez-vous pour ceux qui veulent être docteurs? Alors, Euh, j'ai un petit peu de mal à comprendre la question, en fait. D'abord, il n'est pas nécessaire de bénéficier d'un contrat quelconque pour devenir docteur. C'est-à-dire que une fois obtenu votre master 2, ici votre master de recherche, il vous est tout à fait possible de vous inscrire en thèse sans bénéficier d'un contrat. Euh, alors, il est mieux d'avoir un contrat, cela permet de financer la thèse, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, si vous faites référence à un contrat doctoral, le nombre de contrats doctoraux sont très, très, très faibles. Euh, je crois l'année dernière, il y en avait 9. Sachant que notre master n'est pas un master de recherche historique et que la priorité est quand même chaque année donnée aux étudiants qui sont diplômés d'un master de recherche historique. Donc, il se peut, et l'année dernière, ça avait été le cas, qu'il y ait suffisamment de contrats doctoraux supplémentaires par rapport au master de recherche historique pour que des étudiants venant d'autres formations de recherche puissent prétendre à avoir un contrat doctoral. C'était le cas l'année dernière. Mais après, c'est variable quand même d'une année sur l'autre. voilà. Alors après, il existe d'autres sources, entre guillemets, de financement. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez dans une thèse, il est tout à fait possible de travailler à l'université en assurant des séances de travaux dirigés. Alors, pas forcément en droit comparé, mais peut-être pourquoi pas. Mais vous pouvez faire une thèse en droit comparé, assurer des TD dans votre matière. Alors, les TD, en fonction de votre statut, parce qu'il en existe plusieurs, sont pas très bien rémunérés, mais enfin, c'est déjà une petite rémunération qui permet aussi de financer une partie de sa thèse. Et puis, les modalités de financement peuvent avancer en cours de thèse. Quelqu'un qui est vacataire en début de thèse, c'est-à-dire qui ne va pas avoir un gros traitement, pour ensuite basculer sous un statut d'ATER, c'est-à-dire d'attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Et là, le traitement est meilleur. Voilà, on espère que ça répond à la question. Mais, alors, puisque vous parlez du doctorat, etc., euh, je pense qu'on peut être clair dès à présent, c'est-à-dire qu'effectivement, nous cherchons. Ce sont des masters recherche, on cherche à former des docteurs,
on souhaite que nos étudiants puissent intégrer l'université, mais nous ne sommes tenus en la matière qu'à une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Encore une fois, il y a très peu de postes à l'université, et donc on ne peut absolument pas vous garantir, si vous vous engagez dans une thèse, que vous aurez un poste. Tout ce que l'on peut vous garantir, c'est que l'on vous accompagnera le mieux possible pour que vous aboutissiez à votre titre de docteur. Mais sachant que pour quelqu'un qui va au bout d'une thèse en droit comparé, c'est extrêmement apprécié. Oui. C'est très recherché aujourd'hui, parce que c'est rare quand même encore. Et donc, c'est très apprécié au niveau du CMU, c'est très apprécié après au niveau de l'agrégation. Donc voilà, c'est un parcours du combattant, c'est certain, surtout aujourd'hui. Mais au final, ça peut être vraiment un plus. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, hein. On peut peut-être attendre une minute si quelqu'un est en train d'envoyer par chat. Euh, bon, si, de toute façon, cette réunion sera mise en ligne, vous pourrez y revenir. Et puis, bon, au besoin, nous restons quand même à votre disposition. Vous nous envoyez un petit mail sur nos adresses institutionnelles. Donc, le prénom, point, le nom, arrobase, u-du6bordeaux.fr. Précisez bien dans l'objet droit des affaires comparées ou droit privé comparé et nous pourrons répondre à vos questions si vous en avez. Bien, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être lever la séance en vous souhaitant une bonne continuation et en espérant pouvoir examiner vos dossiers lorsque vous candidaterez dans nos deux formations. Très bonne continuation à tous et bonne journée.